Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de lire la suite de l'article de Théophile Gautier, sans H, sur le maître de Chausson. Nous allons finir de lire la page 345. Allez, c'est parti. Le maître de Chausson, fashionable, ne néglige rien de ce qui peut perfectionner son jeu. Monsieur Lecourt, célèbre professeur, a travaillé avec Adam, le boxeur anglais, le redoutable adversaire de Swift. Cette étude lui a beaucoup servi pour perfectionner les coups de poing, qui, à vrai dire, étaient la partie faible de la savate. Les coups droits dans la poitrine ou dans la figure sont fouettés et détachés avec une vigueur rare et si bien calculée qu'il ne se perd pas un atome de force. La vitesse est triplée et, dans moins d'une seconde, l'on a placé une série ainsi composée. Coup de poing sur le nez, sur l'os maxillaire et dans l'estomac. Ou bien coup de pied bas, coup de pied haut et coup de poing. Autrefois, l'on ne faisait pas de série et l'on ne liait pas les coups. Un assaut actuel diffère autant d'un assaut ancien, pour la difficulté de l'exécution et la hardiesse des poses, qu'un morceau de Hertz ou de Kalkbrenner d'une sonate de Steibelt. Il y a 10 ans, tout cela eût paru impraticable. On se tromperait beaucoup si on représentait les maîtres de Chausson comme des gens de carrure athlétique. Ils ne tiennent en rien de l'Hercule et du lutteur. Ils sont ordinairement de taille moyenne, ont les extrémités fines et les mains petites. Plus d'une femme envierait les mains de Swift. Mais ces mains délicates, si elles ont la blancheur du marbre, en ont aussi la dureté. Et, détachées par les puissants muscles des épaules, meurtrissent les chairs comme un caillou lancé par une fronde. Maintenant que nous avons fait l'histoire et l'esthétique du grand art de la savate, nous allons vous introduire dans une salle de Chausson, celle de Monsieur Lecourt, qui est le professeur à la mode, et qui compte parmi ses élèves les lions les plus chevelus et les plus aristocratiques de l'opéra et du boulevard de Gand. Vous voyez cette file de cabriolets, de Tilburys et de coupés qui stationnent à l'angle de la rue du Faubourg Montmartre, tout près du boulevard? Hâtez-vous, c'est jour d'assaut, et vous auriez peine à trouver place. La salle d'armes est au rez-de-chaussée, car le piétinement perpétuel serait insupportable aux voisins les plus pacifiques, et les bourgeois proprés partagent la haine de Nicole contre les ferrailleurs et les déracineurs de carreaux. La première pièce sert d'antichambre et de vestiaire. Contre le mur est appliquée une petite fontaine qui fournit de l'eau froide pour tremper les coins de mouchoirs quand il y a des nez compromis à bassiner, ce qui ne laisse pas que d'arriver quelquefois. La salle est une grande pièce tapissée de coutils, en forme de tente, avec un plancher frotté au grès et à l'eau bouillante pour que le pied morde bien et ne se dérobe pas. Tout autour sont disposées des banquettes élevées sur une marche qui encadre l'arène destinée aux combattants. Le long des murs sont accrochés les gants de boxe des élèves, portant chacun leur numéro. Ces gants, dont les doigts ne sont articulés que par dessous, ressemblent à des traversins. La peau est de buffle et la garniture de crin. Les Anglais remplissent les leurs avec la plume, mais la plume, plus moelleuse d'abord, ne tarde pas à se tasser en paquets et devient plus dure que le crin. À côté des gants, qui font trophée avec les masques, pendent les cannes et les bâtons de longueur. Les assistants sont rangés au plus près du mur, afin de ne pas gêner les combattants et pour ne pas être atteints dans les coups de grande volée, par les cannes des maîtres qui font assaut. Chacun tient en main un bâton dans la pose d'arrêt, ce qui donne à l'assemblée l'apparence d'un chapitre de chanoines assis dans leur stalle, un cierge à la main. Le costume du maître est très pittoresque. Il consiste dans un pantalon de laine rouge à pied, demi-collant, serré à la ceinture et tenant sans bretelles, une chemise rayée de violet ou de bleu, une petite calotte pourpre et des gants de boxe avec des crispins vernis. L'assaut commence ordinairement par la canne et le bâton. La canne se tire à une seule main et le bâton à 2 mains, comme les espadons et les estocs du Moyen-Âge. Avant de commencer, les maîtres se donnent une poignée de main, puis ils font le salut. Ce salut, où les maîtres exécutent avec leur canne des arabesques plus capricieuses que celles décrites par le bâton du fantastique caporal Trim Trim dans le roman humoristique de Tristram Shandy, en faisant des sauts et des pas de voltige. La voltige se fait lorsque l'on est attaqué dans la rue par plusieurs personnes. La rose couverte, que l'on fait pour salut, est la plus jolie arabesque dessinée au bâton que l'on puisse voir.
Les voltées, les écarts de côté, les coups de travers pleuvent drus comme grêle. Ce salut est vraiment très gracieux et très élégant. Après cela, les maîtres se mettent en garde, et les hostilités sont ouvertes. Les cannes tourbillonnent et s'entrechoquent, en pétillant. Quand le coup porte, le vaincu s'écrie « Touché, bien touché !» Et l'on reprend la garde. Comme les combattants n'ont ni masque ni plastron, les coups doivent être retenus. Ils le sont presque toujours au début de la lutte, mais quelquefois, les adversaires s'échauffent et l'assaut ne diffère pas beaucoup d'une véritable bataille. Aussi, l'assaut terminé, les combattants s'embrassent pour montrer qu'ils ne se gardent pas rancune et n'ont aucun fiel dans le cœur. Cette coutume a quelque chose de loyal, de touchant, et doit prévenir bien des querelles. L'agilité et la prestesse des maîtres bâtonnistes sont réellement effrayantes. Monsieur Lecourt exécute en 1 minute des carrés composés de 20 coups sur chaque face. Il a même été jusqu'à 200 coups de bâton à la minute. Ce qui est prodigieux, l'on ne voit pas le bâton, on l'entend seulement siffler. Eh bien, mes chers amis, voilà un passage très intéressant. Reprenons un petit peu depuis le début, et on en apprend un peu mieux sur Maître Lecourt. On voit aussi que les maîtres ne vivent pas sur leurs appuis, du moins c'est ce qu'il paraît, ils cherchent constamment à s'améliorer, c'est ainsi que Maître Lecourt arrive à améliorer à tel point la savate, avec le jeu de la boxe anglaise, de sorte à vraiment prendre l'ascendance sur les autres méthodes. On s'aperçoit aussi que la description de Théophile, par rapport aux boxeurs ou même aux maîtres, ne décrit pas des gens rustaux, indélicats. Il parle des mains des boxeurs qui ne sont pas celles de gens qui manient la pelle et la pioche toute la journée. Ce sont des mains fines, mais des mains fines bien entraînées. Donc on s'aperçoit qu'il y a aussi une préparation physique qui est assez pointue, puisque on peut préjuger quand même que les boxeurs passent plus de temps à s'entraîner qu'à aller travailler, que les combats leur permettent de vivre quelque peu, et donc ils en sont devenus des professionnels. C'est l'idée que j'en ai. On s'aperçoit aussi que lorsqu'il y a assaut, ça attire du monde, comme maintenant, et que finalement le plaisir de voir des gens se battre, ça date depuis l'Antiquité et ça n'a jamais disparu. Ça a été interdit, mais ça n'a pas disparu dans le cœur du public. On a enfin une description de la salle où se passent les assauts. Ma foi, ça pourrait être très plaisant de faire une reconstitution de salle en fonction de ce type de description, afin un jour peut-être de pouvoir faire de belles photos, de belles reconstitutions, afin de faire comprendre aux gens quelle était l'ambiance à l'époque. Le costume du maître nous est aussi décrit, et ma foi, ça pourrait être amusant, là aussi, de tenter une reconstitution des tenues. Quelle était l'image que pouvaient avoir nos ancêtres de leurs contemporains boxeurs. Et après, alors là, il y a quelque chose de très important. Je vais relire le passage à propos de la canne et du bâton. La canne se tire à une seule main et le bâton à 2 mains, comme les espadons et les estocs du Moyen-Âge. Alors c'est amusant de dire ça parce que, en gros, Théophile Gautier nous explique que l'on tire le bâton comme un espadon. À propos du bâton, lorsque on va voir un peu dans d'autres sources, que nous verrons plus tard sur la chaîne, on apprend que la longueur de ce bâton serait d'environ 1,50 m, ce qui pourrait correspondre à la longueur d'une épée longue, d'un espadon que l'on peut retrouver, toujours pareil, sur Gallica, et on retrouve souvent sur cette description d'une longue lame à deux tranchants, qui fait environ 1,50 m, entre 1,20 m et 1,50 m. Et c'est amusant parce que ça pourrait laisser entendre, et je suis bien dans l'hypothèse, mais ça pourrait laisser entendre que le bâton que l'on trouve dans la méthode Lecourt, et qu'on peut lire notamment dans le livre d'Émile André, eh bien ce bâton n'est que la survivance du maniement de l'espadon médiéval. Autrement dit, je pose ici solennellement l'hypothèse que le bâton français, le bâton que l'on trouve dans le livre d'Émile André, n'est rien de moins que la survivance sous la forme d'un simulateur de bois. Il n'est rien de moins que la survivance de l'art de l'escrime à l'espadon médiéval français. Ce qui est une hypothèse fort charmante, fort agréable à entendre, ce qui voudrait dire que l'épée longue française
n'a pas disparu, elle a muté pour survivre dans un monde où elle n'avait plus sa place, et elle est passée d'arme de guerre à objet de jeu, objet de défense, mais que le maniement en lui-même est resté, c'est-à-dire des grands coups de moulinet, des grands coups de taille, mais aussi des estocs à deux mains. Et ça, franchement, c'est une piste qu'il va falloir chercher sérieusement, parce que cela veut dire que l'on pourrait, et je dis bien, je reste encore c'est une hypothèse, je n'affirme rien, c'est une hypothèse, mais on pourrait très bien en venir au fait que nous pourrions relancer la pratique de l'épée longue à la française en se basant sur les travaux d'Émile André, et notamment sur son chapitre du bâton. Chose que nous verrons assez prochainement sur la chaîne, le temps pour moi de le travailler, mais c'est très important. C'est vraiment très important, parce que dans le monde notamment des AMHE, où on ne jure que par Lichtenauer, Meyer, les grands maîtres italiens, j'ai oublié les noms, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'y pencher dessus, mais au milieu de tout ça, alors que je posais souvent la question, mais où est l'épée française, et que l'on me répondait souvent, il n'y a rien, eh ben, je pense qu'il n'y a pas rien, je pense en fait que ça a muté, ça s'est recyclé. Le terme s'est recyclé, espadon, qui était à l'époque une arme à deux mains, s'est recyclé dans la forme du sabre, et la pratique de l'épée longue s'est recyclée dans la pratique du bâton, un bâton qui est aujourd'hui disparu, remplacé par une méthode très très contemporaine, la méthode de Sarri, ce qu'on appelle le bâton fédéral, mais qui n'a rien à voir, hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, tout simplement. Par contre, il y aurait beaucoup de similitudes avec certaines techniques que l'on retrouve dans le bâton de Joinville. Mais le bâton est trop long par rapport à la description d'Émile André, donc le bâton de Joinville serait plus proche du maniement de la pique de Pache, mais ça, il faudrait attendre que Superfab nous fasse une petite enquête sur le sujet, parce que je sais qu'il y a travaillé dessus. Mais, vis-à-vis de cette source de Théophile Gautier, on pourrait me rétorquer, cet homme affabule, tout simplement parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, il écrit un roman, c'est un affabulateur. Il n'y a aucun lien entre le bâton, qu'il décrit dans son texte, et le maniement de l'espadon médiéval, l'épée à deux mains. Et je vais donc sortir, toujours de Gallica, un extrait que je n'ai jamais vu dans, par exemple, le livre Savate, Canne, Bâton, au fil des siècles, écrit par des gens qui s'y connaissent. J'ai re-regardé dans leur livre et j'ai pas réussi à trouver la même source que la mienne. Donc j'ai trouvé dans le dictionnaire de l'armée de terre, ou recherche historique sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes, partie 7, écrite par le général Bardin. C'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un général d'armée. Notamment, ces gens-là ne sont pas connus pour être des affabulateurs, forcément, surtout quand ils écrivent un dictionnaire, hein. C'est plutôt rare aujourd'hui, on pourrait dire. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'espadon? Alors, l'escrime, ou les coups d'espadon, s'exprimaient alors en un langage maintenant oublié. C'était l'estoc, le faux montant, le moulinet, le plat, le revers, la taille, le torse, etc. Les hallebardiers suisses de Rome ont encore l'espadon, et des armes de ce genre ornent en quantité l'arsenal de Berne. L'exercice connu en Bretagne et à Rouen sous le nom de jeu de bâton, ou art du bâtoniste, est une trace de l'ancien maniement de l'espadon à deux mains quand on s'en servait à pied. Cette escrime de l'ancien bâton d'armes, escrime plus savante qu'on ne le croit, et dont les principes sont analogues à ceux que professent les maîtres d'armes, se compose de coups presque tous doubles, et accompagnés chacun de sa parade. Leur rapidité est telle qu'un bâtoniste porte ou tire plus de 100 coups à la minute. De l'usage de l'espadon, passé de mode, depuis bien longtemps, il reste le demi-espadon. Si l'on se sert encore du terme espadon, c'est dans le même sens qu'avait le mot latin rudis, baguette d'escrime. D'où est venue l'expression ars rudiaria, escrime d'espadonneur, ou art d'espadonner. Cet art, qui se démontre avec le panier ou épée de bois, consiste à porter surtout des coups de taille. Dans le dernier siècle, il n'était enseigné que par les maîtres d'armes des régiments français. Il ne se démontre plus guère maintenant que dans les écoles et les universités d'Allemagne. Les auteurs qui ont donné des définitions de l'espadon ou qui ont traité de l'art de le manier sont Anton, Carré, Coty,
Hercelen, Gérard, Lachenet, Ménage, Blanchet, Schmitt, Taylor. Voilà un texte qui ne peut qu'abonder dans le sens de ce que dit l'auteur Théophile Gautier, et qui rejoint ce que moi j'ai pu lire pour le moment du chapitre du bâton dans les livres d'Émile André. Parce qu'effectivement, lorsque nous travaillerons sur ce sujet ensemble, vous découvrirez quand même des choses assez intéressantes. C'est pour ça que je pense que l'hypothèse laquelle le bâton le court de 150 cm, ça ne vient pas de nulle part, ça vient pas parce qu'il faut qu'un bâton fasse 150 cm parce que c'est ce qui correspond le mieux. Ben c'est faux, parce que quand on lit Julien Félix Delaunay, lui, il nous explique que le bâton doit être adapté à la personne et que le bout du bâton, quand il est posé droit au sol, hein, le talon au sol, et que la pointe doit arriver au niveau de notre nez, ben, il dit que ça, c'est la meilleure taille du bâton. Alors, qui a raison? Celui qui dit que c'est 150 cm ou c'est celui qui est adapté à notre taille, à notre corpulence? Je pense que cette histoire de bâton de 150 cm, c'est simplement pour rappeler l'origine de ce dit bâton, et son origine, eh bien, l'hypothèse serait bien belle qu'elle soit vérifiée et que cette origine soit l'épée longue française. Bref. Après ça, nous apprenons donc que la rose couverte n'est pas une technique secrète, c'est connu, c'est même utilisé en tant que salut, donc ça n'a jamais été un mystère, voilà, ça existe, voilà. Et après, on en apprend un peu plus sur la forme des assauts. Au début, ni masque, ni plastron. Donc il y a quand même un contrat de confiance entre les tireurs. Mais au bout d'un moment, comme il dit, ça doit se chauffer. Et effectivement, ça doit piquer un peu. Et malgré ça, on s'aperçoit que les tireurs n'en gardent aucune rancune. Ils se vengeront pour la prochaine fois sur un autre assaut, à la loyale. Mais entre ces deux assauts, il n'y aura aucune rancune, tout simplement parce que c'est le jeu. C'est le jeu de se frotter parfois à plus fort que soi, et de ne pas avoir d'arbitre pour arrêter le massacre. C'est-à-dire que les gens se respectent tellement qu'ils ne vont pas chercher à pulvériser le visage de leur adversaire alors qu'il est au sol. Chose que l'on voit malheureusement assez souvent dans des formes sportives de combat, que je ne peux pas dire que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, c'est pas la question. Mais en termes, effectivement, d'image, porter des coups à l'adversaire qui a chu, ça ne fait pas partie de la tradition française, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos gènes, techniquement, et c'est peut-être pour ça que le MMA a mis autant de temps à être autorisé dans notre pays, il n'était pas assez anglo-saxonisé. Parce qu'on ne frappe pas un ennemi au sol. On le laisse se relever, il continue, ou il ne continue pas, il accepte sa défaite, ou il estime qu'il peut encore faire bon office et voire gagner. Mais on ne s'acharne pas sur un adversaire au sol. Et enfin, nous avons droit à une petite description des prouesses de Maître Lecourt, qui arrive à taper jusqu'à 200 coups de bâton à la minute. C'est la fin de cet épisode. Et j'espère que ce point de vue sur cette troisième partie, sur le chapitre Le Maître de Chausson par Théophile Gautier sans H, vous a plu. En attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine!